Merci beaucoup à toute l'équipe de la CRTV déployée du côté de Garoua pour nous faire vivre justement cette conférence d'après-match. Le Cameroun est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va débuter, je le rappelle, dès le 14 janvier prochain du côté de la Côte d'Ivoire. Kazimi Manguet, avec vous, j'espérais justement qu'on essaie de questionner l'ossature de cette rencontre. Eh bien, dans les goals, nous avons eu entre Onana. Le rideau défensif était porté par Baizo, Mukundi, Wo et Tolon. Au milieu de terrain, Kemen, Zambo Anguissa, et puis Choupo-Moting, on a Karl Toko Ekambi, Aboubakar Vincent, Brian Bemo. Quel est votre regard justement sur ce 11 entrant? Ben écoutez, précisément sur le 11 entrant, je crois que nous n'avons pas joué avec 3 milieux du terrain. On a joué avec 2 milieux du terrain et ça, c'est... Kemen et Anguissa. C'est extrêmement difficile. Jamais, je peux me tromper, jamais... cette équipe nationale du Cameroun a joué de cette manière et ce n'est pas l'ADN du Cameroun. Et de moins en moins, les équipes utilisent 2 attaquants, et 2 attaquants en fixation et 2 attaquants sur les côtés. C'est souvent très difficile pour les équipes parce que de temps en temps, vous semblez toujours être en déséquilibre lorsque vous avez perdu le ballon. Parce que si vous avez un attaquant sur le côté, je prends le cas de Karl Toko Ekambi, qui est en percussion et qui perd le ballon, on perd les 4 immédiatement. On perd Karl, on perd Choupo, on perd Vincent et on perd également Brian. Or, quand vous jouez avec une fixation et puis des garçons sur les côtés, vous pouvez perdre 1 ou 2, mais vous ne perdez pas 4. Et ça nous a coûté cher en premier mi-temps parce que, je voulais dire, Eric n'a pas ce reflux, c'est-à-dire la capacité à se mouvoir en attaque et en défense qu'aurait pu avoir Jean-Pierre ou André Franck ou un autre milieu du terrain. Donc je crois que le chantier, je pense, pour la CAN devrait être notre organisation au milieu de terrain. Si on veut jouer véritablement avec 2 attaquants, il faut avoir une autre organisation pour qu'il n'y ait pas du déséquilibre dans l'entrejeu. Parce que c'est là où nous avons été en difficulté en premier mi-temps. Donc, au risque de me répéter, je crois qu'il va falloir qu'on repense non seulement le dispositif de notre milieu de terrain, mais son fonctionnement aussi, qu'on appelle souvent son animation. Soit on va donc impliquer nos attaquants sur les côtés, de se reconstituer en milieu du terrain intérieur pour que nous ne soyons pas souvent très en difficulté comme ce fut en premier mi-temps. D'ailleurs, ça a été très bien corrigé, bravo au staff. On a restitué Eric pour que véritablement qu'il soit d'abord dans l'entrejeu avant de se déporter vers l'avant. Donc, je crois que le chantier sera dans l'entrejeu. Et puis, sur le côté droit de notre défense, il va falloir encore... mettre aussi un accent pour que on voie comment ça fonctionne sur le plan offensif et sur le plan défensif. Mais en réalité, c'est une équipe qui a réussi à se réadapter très rapidement et ça, il faut le mettre à l'actif du staff et des joueurs qui ont tout de suite su se réadapter parce que ça a été très difficile en première et en deuxième, on a vu une équipe beaucoup d'assauts offensives, hein, nul était la grandeur d'entre Onana, on aura encaissé justement en premier mi-temps. Je crois... En même temps, il faut féliciter André, mais en même temps, il faut dire qu'il a joué son rôle. Le rôle d'André aussi, c'est d'être capable de faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Ouais. Sinon, à quoi c'est le rôle, à quoi c'est un gardien de but lorsque l'équipe est en difficulté? Et je pense aussi que je m'en voudrais de ne pas dire qu'on a retrouvé une équipe camerounaise un peu beaucoup plus régulière, un peu beaucoup plus équilibrée. La preuve, les 4 occasions de but que les Burundais ont eues en premier mi-temps, en deuxième mi-temps, je crois que si je ne m'abuse, elle n'en a eu qu'une seule occasion. Ça veut dire... On a corrigé rapidement. Oui. Bravo au staff et bravo Lyon qui ont su refaire des corrections qui ont embêté énormément les Burundais. Kazimi, j'aimerais justement mentionner le classement à l'issue de cette rencontre qui vient à peine de s'achever. Dans le groupe C, bien, le Cameroun est désormais en tête avec 7 points, suivi de près par
cette équipe de la Namibie, 5 points. Et puis nous avons le Burundi qui est désormais à 4 points. Voilà le classement à l'issue de la 6e et dernière journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui débutera en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Passito et Tundi, on avait déjà remarqué justement pendant la Coupe du Monde de Qatar 2022 que le Cameroun pouvait jouer aisément avec Vincent Aboubakar et Choupo-Moting. On a essayé ce duo et ça a bien marché. Ah ben oui, je crois que là, il s'agit d'une question particulièrement dans l'animation de jeu et d'utilisation aussi des compétences des uns et des autres, et surtout de leur qualité sur le plan offensif et défensif, parce que le football maintenant, c'est un tout dans la conception. Ouais. Et je pense bien que ce qui caractérise le positionnement des joueurs sur un terrain, c'est beaucoup plus l'animation. Donc je crois que quelque part, quand on a dit cela montre tout simplement, et c'est pour ça que j'ai aimé les propos de son tout à l'heure, il a été assez humble, qu'il est en apprentissage, parce qu'il est encore un très jeune entraîneur. Passito, est-ce qu'à cette étape de la compétition, à 4 mois jour pour jour de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, on devrait parler d'apprentissage? Mais oui, mais il a vécu une situation en première mi-temps. Non, il a vécu une situation en première mi-temps qu'il n'avait jamais vue. Est-ce que vous avez vu comment l'équipe du Burundi était organisée? Assez offensive. 5 milieux de terrain, plus 2 attaquants, ça donne 6 possibilités de faire des triangles. Et quand vous jouez en triangulation, vous avez la latitude de maîtriser le jeu et de faire des attaques directes et en profondeur. Ça signifie que vous êtes menaçant, en principe. Face à une équipe du Cameroun qui était étirée sur la largeur et qui laissait beaucoup d'intervalles. Ça, c'est un danger. Je crois qu'il a bien observé cela. Je crois que ça va se faire en vidéo. C'est beaucoup plus facile de le faire ainsi. Mais il a vu le danger. Et vous avez vu les opportunités que cette équipe du Burundi a eues. Et sur le plan même de la défense axiale, vous avez vu le marquage dans la surface de réparation, les joueurs se retrouvent en situation de frappe. Avez-vous compris donc quelque part qu'il y a des problèmes de marquage? Et toutes ces combinaisons qui ne sont pas véritablement donc très outillées mettent mal un peu le sélectionneur. Ça, il faut le dire, je crois qu'il est revenu un peu sur terre. Il a vu les choses avec beaucoup de proportions et il a véritablement vu l'âpreté de cette tâche que celle d'un entraîneur. Mais ayant dit cela, je pense quand même qu'il y a quand même eu, comme on dit, un sursaut d'orgueil. Ça, il faut le dire. En deuxième mi-temps, on a vu une équipe. C'est vrai qu'on a aussi exploité les failles de cette équipe du Burundi parce qu'elle s'est rassurée et s'est donc relâchée du fait qu'elle nous tenait. Et vous avez donc vu les erreurs qui sont survenues. Et pour profiter des erreurs comme celle-là, il faut effectivement donc croire. Et je crois que les Mbomo et tous les Aboubakar Vincent ont suivi ces erreurs de près et ont été vigilants et concentrés, appliqués et ont donc pu marquer ces buts. Donc, ils ont fait montre tout simplement de professionnalisme en deuxième mi-temps, mais il faut le dire en première mi-temps, sur le plan du jeu, on était en difficulté. Ça, il faut le dire. Sa Majesté Vincent Gandhi, j'aimerais vous écouter justement sur 2 sujets. Le premier, justement, c'est sur certaines absences. J'ai noté Faïkonis qui, depuis plusieurs années, est devenu une pièce maîtresse en ce qui concerne justement la défense côté droit, qui est absent. J'aimerais noter justement l'absence de Pierre Koundé-Malan, un milieu très offensif. Est-ce que vous avez l'impression justement que les absences de ces joueurs qui ont contribué grandement à la beauté du football camerounais ont été suppliées par d'autres joueurs? Oui, enfin, moi je vais juste dire que je crois que ce matin, avant le match, nous étions à CRTV News. CRTV News, justement, dans le cas de Cameroun Daylight. Que le match du Cameroun va porter sur la disposition tactique et sur le jeu en bloc équipe. Et en première mi-temps, on n'a pas eu un bloc équipe et on a souffert. En deuxième mi-temps, ça s'est corrigé un tout petit peu. Un tout petit peu. Ouais. Et il va falloir qu'on corrige davantage de manière à ce que le système 4-4-2 que nous avons utilisé, puisqu'on en a parlé le matin, 2 possibilités. Et c'est la deuxième possibilité qui est venue en deuxième mi-temps où Choupo-Moting est rentré dans l'entrejeu avec une pointe avancée et 2 à la base. Donc, quelque part, quand on joue en 4-4-2, le coach Casimir disait tout à l'heure, au Cameroun, ça n'a pas été souvent son habitude, mais ça peut arriver. Maintenant, quand on joue en 4-4-2, les consignes tactiques doivent être précises. Quand nous avons le ballon, et maintenant, quand nous n'avons pas le ballon. Et c'est justement ce qu'on avait comme difficulté en première mi-temps. Quand nous n'avions pas le ballon, Bomo restait au côté et Toko Ekambi restait au côté. Normalement, quand on joue en 4-4-2, ils doivent revenir au milieu pour supplier pour justement faire un premier mur
pour densifier le milieu de terrain. Ouais. C'est là où nous avons eu un problème. Et je l'ai dit le matin, il va falloir que il devait falloir que de la défense à l'attaque, quand on va, qu'il y ait 35 mètres maximum, de manière à ce qu'on aille en bloc. Alors vous avez vu parfois, on avait un trou au milieu du terrain, où il y avait une distance très large. Donc pour moi, c'est des choses que nous devons corriger. Et je me dis, Faye Collins, certes, a souvent animé ce côté-là, parce qu'habituellement, lui, c'est quelqu'un qui monte. En premier temps, on en a souffert. Même nous, Toulon, c'était au moment, il était statique. Bon, vous avez suivi le coach de Cobesson, le dire tout à l'heure qu'il fallait maintenant beaucoup de mouvements. En deuxième temps, c'est venu des un joueurs petit peu, assez mobiles. mais pas totalement. Nos arrières doivent être des gens qui partent régulièrement. Parce que c'est une histoire d'équilibre d'un côté ou de l'autre. Un flux et reflux. De manière à ce que, quand l'autre est parti, l'autre reste, on commence à préparer la défense, parce qu'on doit préparer notre défense quand nous attaquons. Alors, quand c'est parti d'un côté, les autres restent à trois, chacun prend un couloir, de manière à ce que si nous sommes surpris, ou si on a perdu le ballon, qu'au moins, nous ayons des joueurs à chaque zone. Donc, pour moi, je dis, il va falloir qu'on travaille davantage sur le plan tactique. Que ça soit bien scientifique, de manière à ce que, quand on va à la CAN prochainement, que nos joueurs soient déjà une certaine cohésion et qu'ils se comprennent, qu'il y ait des automatismes entre eux pour qu'on puisse pouvoir... Vincent, en quelques secondes. En réalité, on met un dispositif en fonction du potentiel dont on dispose. Ouais. Même l'animation est fonction de ce potentiel. Et il y a aussi, je l'ai déjà indiqué, l'ADN de chaque nation. Rarement le Cameroun a joué avec 4 attaquants, 2 milieux de terrain, 4 défenseurs. Vous parlez de 4 attaquants, permettez-moi justement de les citer. Karl Toko Ekambi à gauche, Brian Demo, et puis nous avons justement Vincent Bouaka, attaquant de pointe. Et puis on a Eric Maxime Choupo-Moting. Quand vous avez suivi, Pacito, vous parlez des animations à géométrie variable. Ouais. Dès que vous avez ces linéaires, les animations à géométrie variable ne peuvent plus être permanentes. Elles seront rarissimes. Et c'est ça qui va démontrer le déséquilibre permanent. Donc je pense que nous avons du potentiel pour faire du 4-3-3 qui peut se transformer en 3-5-2 ou en 3-4-3 que d'avoir le 4-2-4 qu'on veut faire en 4-4-2. Ça, nous n'avons que du potentiel pour faire. Déjà, le 4-3-3 fait naturellement de l'équilibre et de la densité dans l'entrejeu au point de vous éviter le déséquilibre que nous avons indiqué en premier mi-temps, comme le disait Sa Majesté. Nous avons souffert justement parce que dans l'entrejeu, il y avait 5 adversaires et nous n'étions rarement que 2. Et quand vous regardez la distance entre ces 2 et nos 4 défenseurs, c'était à l'avantage de nos adversaires qui avaient déjà muselé nos défenseurs avec 2 attaquants. Et de temps en temps, nous ne parvenions pas à combler ces grandes distances-là. Donc, le Cameroun aujourd'hui a du potentiel pour s'exprimer dans le 4-3-3 ou le 3-4-3. Ça, c'est plus facile. Le 4-2-4, c'est un peu difficile. Qu'on veut faire en 4-4-2, il va falloir qu'on ait des garçons sur les côtés qui ont les aptitudes de revenir à l'intérieur. Toko Ekambi ou Brandemo, justement, venez. Ils n'ont pas ces réflexes-là. Rarement vous retrouverez Karl Toko Ekambi en attaquant soutien, c'est-à-dire il était à l'intérieur. Quand Brian est en train de faire de la percussion, Karl revient à l'intérieur, rarement vous voyez ça, vice-versa. Eux, ils n'ont que les lignes. Ils aiment bien partir sur les lignes, mais sur les diagonales, ils sont absents. Et vous ne pouvez donc pas demander que ces garçons soient au 4-2-4. Parce qu'ils n'ont pas ce reflet de faire le flux. Peut-être justement le manager sélectionneur va se réadapter. Tout à fait, je pense bien que c'est une perspective. Dans une variante un peu où on a vu aussi une possibilité, le 4-2-3-1, c'est-à-dire Zambouanguissa et Kemen qui étaient légèrement en retrait. Et sur la même ligne, on retrouvait Toko Ekambi, Choupo-Moting sur le plan axial et Mbemo à gauche. À droite, je veux dire, parce qu'ils ont une inversion. Et Aboubaka qui était un peu esselé. Vous voyez, la perspective là nous met éventuellement encore le schéma avec 4 attaquants. Et c'est des attaquants qui ont de la langue. Ils vont balle au pied, ils percutent, ils dribblent et ils essaient d'aller jusqu'au but. Donc les replis défensifs ne sont pas évidents. Donc c'est là où il faut voir la difficulté et percevoir donc maintenant le pédigré des joueurs qu'on utilise. Si vous utilisez
un joueur comme Mouminga Maleu, vous allez voir qu'il aura moins de problèmes de repli. Oui, parce que dans son pédigré, dans sa façon de jouer, il est prédisposé à faire ces rôles-là. Donc vous voyez donc très bien qu'ici, il faut utiliser la typologie du joueur avec ses aptitudes. Et c'est pour cela que j'ai aimé le langage du coach, parce qu'il a compris cela. Et je crois que quelque part, c'est aussi quelque chose de gagné dans ce sens-là. Mais dans l'animation globale, ça, il faut le dire, on a quand même senti à un moment, en deuxième mi-temps, qu'on a mis le pied sur le ballon et qu'on a essayé de le contrôler, parce qu'éventuellement, cette équipe aussi du Burundi s'est résignée parce qu'elle a vu qu'elle avait en face. Et ça aussi, il faut l'indiquer, parce que des arguments. J'ai été émerveillé par l'état d'esprit des Lions, qui, dans leur phase délicate, n'ont pas véritablement sombré. Parce que ils sont, c'est excessif de le dire, mais il m'a semblé qu'ils sont passés presque à côté. Oui. On n'a pas eu des dégagements comme on voit très souvent. Disons que régulièrement, qu'est-ce qui arrive aux équipes immatures, c'est que lorsqu'elles sont dans leur période de passage à vide, elles paniquent totalement, elles sombrent totalement. Mais le Cameroun, peut-être ce sont plutôt les arrêts d'André qui ont redonné confiance aux joueurs. Mais généralement, les équipes, quand elles sont dans cette phase difficile-là, elles sont prêtes à concéder le but. Et je le disais en off que le fait que ces Burundais n'aient pas exploité les 4 opportunités, il va falloir faire attention en deuxième mi-temps. Et cela s'est produit. C'est pas bien de se proposer des situations de but et ne pas les concrétiser, parce qu'elles peuvent se retourner contre vous. Et ça s'est retourné contre les adversaires. Et le Burundi ne va pas participer justement à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Avec vous justement, Bertrand Don, j'aimerais justement, avant de parler de cette équipe type qui pourra représenter le Cameroun à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, j'aimerais avec vous justement qu'on essaye de revoir ces pays qui participeront justement à cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui débute dès 2024. On va parler justement de ces équipes justement qui ont tenu leur rang. J'aimerais citer ici le Nigeria, l'Égypte, le Ghana, l'Algérie, la République démocratique du Congo et bien évidemment l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces pays qualifiés ? Oui, les pays que vous avez cités, on comprend très bien que ça a toujours été des anciens vainqueurs de la Coupe d'Afrique, déjà avec la RDC qui a deux CAN, 68 et 74, l'Afrique du Sud qui a gagné en 96, avec déjà l'Égypte que tout le monde connaît, qu'ils ont 7 CAN, et le Nigeria qui talonne déjà ce peloton de tête. On comprend très bien que c'est des équipes qui ont respecté déjà la hiérarchie, ils se sont fait respecter. Vous avez vu le dernier match du Nigeria qui a laminé le Lesotho par 6 buts à 0. Un score plutôt fleuve, un score fleuve avec 3 buts de Oshimen. On comprend très bien que c'est une équipe qui est là, qui montre véritablement que cette fois-ci, peut-être qu'ils ne vont pas se faire balayer comme ils l'ont fait lors de la CAN au Cameroun, malgré le 9/9 qui prédisposait déjà cette équipe à aller un peu plus loin dans la compétition. Mais au moment où ils ont eu un adversaire qui ne s'attendait pas le plus, bon, ils se sont fait éliminer. Donc, toutes ces équipes qui sont déjà au rendez-vous, c'est déjà une très belle chose. Ça montre effectivement que la prochaine CAN n'a véritablement pas laissé les nouveaux pays revenir dans la compétition comme ça a été le cas au Cameroun. Peut-être que la Gambie qui s'est qualifiée, qui a rassuré que c'était déjà une équipe sur laquelle nous pouvons compter. Et l'élimination des Sierra Leone qui était à la dernière CAN, bon, ça nous laisse un peu quelque chose. Bon, le Gabon qui est parti, la Mauritanie qui a confirmé de revenir Bertrand, je vous propose justement de faire une pause et de parler de cette équipe du Gabon qui, avec Aubameyang sur le terrain, perd. On a d'abord une entrée de match, une faute du gardien de but, un carton rouge, et puis qui va recevoir 2 buts à 0.
le Gabon éliminé, le Gabon qui ne participe pas à cette Coupe d'Afrique des Nations? Oui, déjà le Gabon c'était déjà compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la sélection nationale. Ils avaient fait un très bon match aller contre la RDC. Ils sont allés battre la RDC à domicile, 1-0. Et depuis qu'ils avaient battu, ils ont eu cette victoire. Peut-être qu'ils se sont crus déjà en Coupe d'Afrique. L'équipe a eu un coup fatal. C'est ce coup-là qui a fait en sorte que on a remis Aubameyang de côté avec Lemina. Ça a beaucoup dérangé cette équipe au moment où l'ancien président, Bongo, a tout fait pour amener déjà Aubameyang qui était en cours de jeu, qui ne jouait pas à Chelsea. Il est revenu dans cette sélection face à la RDC. La RDC qui s'en voulait. Et la RDC qui allait gagner le match au Gabon. Et c'était, je pense quand même que c'était à ce niveau-là le virage pour que le Gabon ne puisse pas participer à cette compétition. Et là, le gardien, le très jeune gardien, et surtout ça a été une révélation de la Coupe d'Afrique au Cameroun, le jeune gardien gabonais qui a eu ce carton rouge. Il fallait vraiment s'y attendre. Ça ne sentait pas bon. Vous savez aussi que les problèmes politiques, parfois, ça affecte aussi la sélection nationale. Et on a vu comment est-ce qu'ils n'ont pas pu tenir, d'autant plus que la Mauritanie aussi voulait participer. Une équipe bien organisée, une équipe qui a menacé la RDC à domicile et qui attendait son occasion pour pouvoir aller très loin dans la compétition. Et le Gabon s'est fait balayer. À domicile devant son public. Oui, il s'est fait balayer. Donc, c'est quand même un peu douloureux pour cette équipe gabonaise qui avait fait de très belles choses. Au Cameroun, on attendait peut-être qu'ils allaient revenir, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on peut seulement dire peut-être à cette équipe, il faut bien les féliciter. Vous avez oublié une équipe qu'il faut véritablement encourager, c'est la Tanzanie. La Tanzanie qui était déjà là en 2019. Dans le groupe F, justement, c'est l'Algérie et la Tanzanie qui vont participer. Qui était déjà là en 2019 et qui revient en 2023. Et elle n'était pas au Cameroun. Ça montre que la structuration du football tanzanien, qui a des très bons clubs comme Simba et les vice-champions d'Afrique, c'est Young Star ou Young Boys, quelque chose comme ça. Vous comprenez très bien que le fait de structurer le football de base, de ramener des joueurs compétitifs dans le championnat, font en sorte que les joueurs locaux prennent de l'envergure et ils peuvent aller déjà au niveau de l'équipe nationale servie. Donc, c'est une équipe véritablement qu'il faudra suivre lors de cette compétition. Donc, tous ces pays qui se sont qualifiés, les 24 pays, le Cameroun... Il le mérite, Bertrand, il le mérite justement, ces pays qui se sont qualifiés. C'était assez difficile la phase éliminatoire. Permettez justement que j'interroge Vincent. Vincent, Sa Majesté, j'aimerais vous écouter sur deux équipes. La première équipe, on a une pensée pieuse justement pour cette équipe du Maroc. Le Maroc qui traverse une période difficile avec ce séisme qui fait déjà plus de 2500 morts. Eh bien, le Maroc qui est qualifié, le Maroc qui était demi-finaliste à la dernière Coupe du Monde du côté du Qatar, et cette équipe du Sénégal portée par Sadio Mané qui évolue désormais du côté de l'Arabie Saoudite, tenant du titre. Maroc-Sénégal, en regard. Maroc-Sénégal, si ces équipes ne se qualifiaient pas, on allait dire que le football n'est pas une science. C'est vrai, tout peut arriver. Et les mondialistes absents. Parce que ce qu'on a vu du Maroc et du Sénégal, tactiquement, c'est des équipes bien structurées, compartiment par compartiment. C'est des équipes qui ont montré que ce n'est pas un travail léger qui a été fait. C'est un travail de fond. Et quand un travail de fond a été fait, pour qu'il s'en aille, c'est difficile. Donc, c'est des équipes qui vont prendre un temps avant de sombrer. Alors, c'est deux équipes qui ont un très bon style de jeu. Et pour moi, ce n'est pas une surprise qu'ils se retrouvent à ce niveau. Bon, c'est vrai, au départ, quand on sort d'une bonne Coupe du Monde, parfois on est la bête à abattre. Tout le monde voudrait... Vos matchs deviennent très difficiles et maintenant il faut
prendre ça dans son mental, dans son esprit, pour que nous puissions tenir très haut. On dit toujours que c'est très facile d'arriver, mais difficile de s'y maintenir. Mais avec le travail de fond que ces deux pays ont fait, ils ont eu la possibilité de s'y maintenir. Il faut même revenir sur quelque chose, le football jeune. Quand on regarde le football jeune au Maroc, le football jeune au Sénégal, on comprend que quelque part, il y a du niveau. Le niveau ne vient pas au niveau en senior, le niveau sort d'en bas. C'est des équipes jeunes qui sont bien structurées, qui commencent à jouer avec de la compétition. Et j'ai l'habitude de dire que c'est le temps de jeu qui fait la maturité d'un joueur. Donc, plus ils jouent, plus ils grandissent. Pourquoi ? Ils rencontrent diverses situations pendant qu'ils jouent. Et c'est comme ça qu'ils résolvent au fur et à mesure des problèmes qu'ils rencontrent quand ils jouent. Alors, le plus de matchs vous avez, le plus vous avez de l'expérience. Donc, pour moi, je dis, le Maroc, le Sénégal, c'est des équipes sur qui il faut compter. Et même pour la prochaine CAN, il faut faire très attention. C'est des équipes qui vont toujours faire le peloton de tête. Je voulais revenir sur un aspect que allez-y, Passito, allez-y. Majesté vient d'évoquer. Et là, il résume simplement le plan de carrière des joueurs, à savoir la première étape qui parle donc de la construction d'un joueur de haut niveau. Donc, qui se fait donc au niveau donc, du football jeune. Et après, on passe l'étape maintenant de la construction donc, d'un compétiteur de haut niveau. Vous voyez, joueur de haut niveau à compétiteur de haut niveau. Ça fait donc qu'au Sénégal et au Maroc, on a donc ces deux latitudes qui sont travaillées avec beaucoup d'aisance et avec beaucoup d'application. Ce qui fait que quand les joueurs arrivent au sommet, ils n'ont plus besoin des, comment on dit, des fondamentaux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont passés par des étapes qui les ont véritablement donc fourbis. Ils sont donc, comment on dit, donc, prêts donc à compétir. Et avec tous les éléments qu'il faut, quand vous les jugez sur toute la latitude, avec tous les éléments et avec des évaluations qui sont même faites. Donc, c'est un suivi méticuleux qui se fait de ce côté. Et à ce niveau, on ne peut avoir que des équipes qui jouent bien au foot. Et quand elles jouent bien au foot, elles allient au même temps aussi un peu de performance, c'est-à-dire l'efficacité. Ça fait donc des joueurs qui jouent bien et qui gagnent en plus. Vous comprenez donc qu'on est au sommet même de l'expression. Et l'avantage là-bas, c'est ce fonctionnement-là détermine la traçabilité. Vous voyez qu'il y a des générations que vous pouvez suivre, que vous pouvez garder, ce qui n'est pas fait au Cameroun. Nous, on a des générations spontanées. Mais chez eux, il y a une traçabilité parce qu'il y a un travail qui a été pensé d'abord, vous appelez ça projet, qui a été encadré, suivi, et c'est l'aboutissement. C'est vrai qu'il y a un petit paradoxe parce que quand vous arrivez au Sénégal aujourd'hui, il y a des très bonnes sélections nationales, mais il y a des équipes presque absentes sur les clubs. Au niveau des clubs, on est... Les compétitions africaines. Ah oui, ces clubs semblent un tout petit peu absents. Je crois qu'ils sont aussi en train de réfléchir pour qu'ils arrivent à pouvoir avoir aussi en interne des clubs qui vont être un peu le Zamalek, ils ont le Diaraf. Voilà, donc je crois que c'est mais en réalité, sans te couper, Casimir, c'est parce que cela est fait un peu au sein de l'expatriation des jeunes. Quand vous voyez la plupart des structures PSG, Metz, qui vont s'installer pratiquement, qui mettent des succursales au Sénégal, vous comprenez que c'est pour travailler avec les joueurs et pour les expatrier. Donc ça, c'est un peu la difficulté aussi sur le plan local, parce que, comme tu révélais tout à l'heure, sur le plan local, on a du mal à avoir des équipes qui ont véritablement la verve. C'est là où on renforce plutôt l'équipe nationale. Donc, ça renforce plutôt les équipes de sélection nationale. Pourquoi ? Parce que ces joueurs qui sortent avec une plus-value maintenant reviennent en sélection, soit jeunes, soit seniors, pour apporter donc une plus-value à l'équipe. Mais sur le plan local, on a des difficultés. Avant justement de reparler de la sélection nationale du Cameroun, permettez justement qu'on rappelle les 24 équipes qualifiées pour cette Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Dans le groupe A, nous avons le Nigeria et la Guinée-Bissau. Dans le groupe B, le Burkina Faso et le Cap-Vert. Groupe D, nous avons l'Égypte, la Guinée, le Ghana, l'Angola, l'Algérie, la Tanzanie, la Gambie, le Congo, la Zambie, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, la Mauritanie, la Tunisie, la Guinée équatoriale, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Sénégal, le Mozambique. Et puis pour terminer, dans ce groupe C, nous avons le Cameroun et la Namibie. Voilà les différentes nations qualifiées pour cette compétition. Chers messieurs, on est poussé vers la porte de sortie. Permettez justement qu'on fasse un tour de table pour parler de l'équipe type. Quelle équipe pour représenter le Cameroun à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se disputer du côté de la Côte d'Ivoire? Majesté, je commence par vous. À l'issue du match Cameroun-Brésil, on s'est dit, voilà notre équipe.
On avait justement des joueurs comme Jean-Charles Castelletto, Nicolas Nkoulou, Koundé Malon, des joueurs qui ont prouvé, Faye Konis. Aujourd'hui, on a vu qu'ils n'étaient pas présents, mais on a eu un Cameroun plutôt fort. J'aimerais justement avoir votre avis. Quelle équipe type pour tenter d'arracher la 6e étoile du Cameroun du côté de la Côte d'Ivoire, en rappelant justement qu'en 1984, le Cameroun rapportait cette CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Quelle équipe type? Bon, parler d'équipe type, moi je ne viendrai pas là. Vous ne citez pas les noms. Je reviens d'abord sur le match contre le Brésil. Si on n'avait pas eu les exploits d'un gardien de but, ce jour, je crois qu'on aurait encaissé. Et ce gardien de but s'appelait Davis Epassi. Epassi a été vraiment déterminant ce jour. Alors, ça signifie que si le gardien a été exposé, il y a un problème encore en défense. Aujourd'hui, n'eût été la classe de Nana, on aurait encore subi. Ça signifie que quelque part, nous avons encore des difficultés en défense. La défense est poreuse? Il va falloir que nous essayons de travailler sur le plan tactique notre défense. Parce que nous avons toujours ce problème où, quand le ballon approche nos buts, il n'y a pas resserrement des espaces, des intervalles. C'est ça le grand problème. Pour vous, c'est au niveau de la tactique ou au niveau des joueurs? Parce que justement, Harold Moukoudi n'était pas présent justement à la dernière Coupe du Monde, mais qu'il était là en question Grèce. Est pertinente. C'est un problème d'organisation systémique. C'est une organisation globale. Rien à voir avec le talent individuel. Non, c'est pas seulement les joueurs, c'est toute une organisation. Je reviens là-dessus. Comment toute l'équipe du Cameroun se compose? L'équipe qui a joué aujourd'hui peut représenter valablement le Cameroun à la prochaine CAN. Tout à fait. Mais le véritable problème, c'est une certaine discipline tactique, une certaine organisation qui puisse permettre à notre équipe d'éviter, d'encaisser et d'être capable de marquer. Et avec ces joueurs, tout est possible. Je crois que Rigobert, avec la première mi-temps, comme il a dit, il est encore en apprentissage. Il aura appris quelque chose aujourd'hui. Je crois qu'il a pris de bonnes notes pour aller travailler et surtout permettre à notre défense de travailler tactiquement bien. Parce que c'est le repositionnement qui nous permettra de mieux évoluer. Donc, même au milieu de terrain, c'est cette tactique-là. Quand vous avez à défendre au milieu de terrain, on doit voir cette ligne correctement, c'est-à-dire bien placée. Et regardons un peu le handball. Quand vous avez... on cherche à déséquilibrer l'équipe adverse. Et quand on cherche à déséquilibrer l'équipe adverse, la sortie du défenseur, c'est là où le ballon arrive, c'est là où le défenseur sort. Vous voyez un peu, c'est à peu près. On peut utiliser ce système-là. Et ça nous permet d'avoir une équipe bien organisée sur le plan tactique et qui est solide. Et moi, je crois que ces joueurs qui ont joué aujourd'hui sont capables de nous représenter à la CAN avec une bonne organisation. Je rappelle le 11 entrant, Sa Majesté André Onana, rideau défensif Mbaizo, Mukundiwo, Tolo, et puis au milieu de terrain, Kemen, Anguissa, puis la ligne d'attaque était portée par Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi, Vincent Aboubakar, et puis Brian. C'est une superbe équipe. C'est une superbe équipe pour moi. Casimir, peut-être justement. Je pense que... Permettez que je réitère la question. Ouais. Quelle équipe, justement, pour représenter le Cameroun à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et peut-être un 6e La meilleure équipe probable. La meilleure équipe probable. Mais dites-nous justement s'il faut aller chercher d'autres joueurs. Non, ben écoutez, les portes de l'équipe nationale restent ouvertes. Mais le risque que je peux dire ici, c'est que désormais, on est capable de retrouver dans les 24-18 de ces 24. Une ossature commence à se décider depuis le mondial. Je crois que c'était l'équipe qui a joué aujourd'hui, Vincent le disait, elle est capable d'aller gagner même la CAN, mais c'est comment s'organiser. Et il vous l'a indiqué. Lorsque vous avez régulièrement vos gardiens de but qui sont sollicités, ça veut dire que l'organisation défensive est interrogeable. C'est ça. Comment est-ce que le Cameroun se comporte chaque fois que le ballon est perdu? Et voyez-vous, le ballon se perd sur le terrain sur deux endroits. Dans le camp adverse et dans votre propre moitié de terrain. Quelles sont donc les aptitudes qu'il faut avoir lorsque le ballon est perdu dans le camp adverse? Quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir lorsque le ballon est perdu dans notre camp? Et quel genre de joueurs on doit avoir lorsqu'on rencontre le Brésil? Quel genre de joueurs on doit avoir lorsqu'on rencontre le Sénégal?
Voilà. Donc, c'est au niveau du casting. Mais là, je peux risquer de dire quand même que l'équipe qui a joué aujourd'hui semble avoir les faveurs d'aller en Côte d'Ivoire, même si 4 ou 5 pourraient s'ajouter. Mais je crois que là, il y a quand même déjà une ossature qui s'est dessinée. Du gardien de but en défense, milieu de terrain, en attaque. Je crois que 18 de ces joueurs pourraient probablement se retrouver du côté de la Côte d'Ivoire. Pacito Etundi, on a eu un 11 entrant, mais on a un banc de touche assez fort. On a des joueurs qu'on n'a pas encore utilisés. Je vais citer quelques-uns, notamment Elliot Jongwe, justement, 19 ans seulement, désormais 20 ans, justement, qui fait partie de cette équipe, ancien joueur de Chelsea. On a Régis Mouguet, le joueur de l'Olympique de Marseille, très jeune. Je parle justement des jeunes joueurs. On a un autre jeune joueur qui a moins de 20 ans, il s'appelle Enzo Chato, c'est le fils de l'autre. Justement, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération? Ah ben oui, il faut le dire, hein, elle constitue la relève. Et vous savez très bien que quand vous avez un projet de relève, ça signifie que vous pouvez agir dans la durée. Ça vous donne une marge de manœuvre assez consistante. Donc je crois que quelque part, il faut compter avec cela que vous venez de citer. Et moi, je pourrais ajouter, il y a le jeune Balepa, qui est un très bon joueur. Et c'est un Camerounais. Et je crois que ceux qui connaissent très bien, il y a Balepa qui a joué avec nous dans le tournoi à l'époque, c'est son fils. Et qui est éducateur, à l'école de Brasserie. Vous comprenez bien que c'est un Camerounais avec qui il va falloir mettre un œil. Qui vient de rallier l'Angleterre. Mais il faut demander à son père de le conseiller. Mais je pense bien qu'il va falloir... Et selon certaines indiscrétions, justement, il y a eu des tentatives, mais des réticences de la part de Baleba jusqu'à présent. Parce qu'il paraîtrait qu'il y a un projet français qui veut aller le récupérer. Donc vous comprenez bien qu'il va falloir qu'on soit aussi vigilant. À savoir, en même temps, on ne va pas faire la cour. Hein. Il y a la faveur patriotique. Il y a la faveur patriotique qui doit animer. Andrew Nana est venu avec la faveur patriotique. Il y a des gens qui doivent faire ce travail, monsieur Merlin. Il y a des gens qui sont payés pour faire ce travail. À savoir, aller auprès de ces jeunes, discuter avec eux et venir avec eux et les ramener. Parce que plus souvent, c'est après les choix qu'ils ont opérés qu'ils peuvent se rendre compte que ces choix n'ont pas été peut-être probants. Vous vous souvenez des cas, il y a les Nouma. Pour le cas du Cameroun, il y a beaucoup d'exemples comme cela. Donc, il y a toujours ces petits pas qu'il faut faire. Ne faisons pas toujours, ne donnons pas toujours l'impression que c'est la ferveur. Sa Majesté, avant que Bertrand ne prenne la parole, est-ce qu'il faut faire la cour? Non, Pacito. Baleba est-il Camerounais ou il ne l'est pas? Il est Camerounais. Il porte l'ADN du Cameroun, il ne l'a pas. Il l'a. Son père est-il Camerounais, il ne l'est pas. Il l'a. Tout à fait, je suis d'accord. Quand on a un élément comme celui-là, il faut le mettre au service de son pays. Moi, je crois qu'on en a besoin. On n'a pas besoin de supplier, on n'a pas besoin de faire les couvertes. J'ajoute de l'eau à votre moulin, Merlin. Voyez-vous, et Pacito le sait, il y a l'envie qui dépasse tout. Vous pouvez avoir du talent. Si on vous force la main, ce talent ne va pas exploser. Mais si vous êtes passionné, vous avez envie de faire, vous allez le faire même si vous étiez moyen. Donc, je crois que le cas balait pas. En même temps, c'est normal qu'on se rapproche du jeune, mais il faut qu'on détecte en ce jeune l'envie d'accepter qu'on vienne vers lui. De porter les couleurs nationales du Cameroun. Il y a un jeune, vous connaissez Elanga? Le jeune Elanga qui joue pour la Suède. Il est Camerounais ou pas? Vous connaissez très bien Elanga qui joue en tournoi avec nous. Il joue pour la Suède. Donc il joue pour la Suède. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font, il y a d'autres qui font ce travail de rapprochement, qui vont vers ces jeunes très vite. Là, il faut même du chanter en ce qui concerne la progression dans les clubs professionnels. Ça, il faut que je vous le dise. Si on te fait comprendre que pour jouer à Manchester ou bien si pour jouer à telle équipe, il faut que tu sois dans telle nationalité, vous comprenez que l'enfant commence à avoir des problèmes de choix. Et c'est pour cela que nous devons faire cet effort d'être aussi dans cette logique-là, à savoir aller avec les parents, aller avec les jeunes eux-mêmes et leur faire ces propositions pour qu'ils soient avec nous. Bon, en ce qui concerne un peu les éléments que vous avez relevés tout à l'heure, là, parce que nous sommes à 4 mois de la compétition. Allez-y, oui. 4 mois, c'est pas beaucoup. Hein. Ah ben, moi, je vois bien que Castelletto peut revenir, parce qu'on a besoin des défenseurs centraux. Oui, lui, il a eu un souci administratif. Lui, c'était un problème administratif. Il avait un carton. Et quand je vois Moukoudi et Owo qui ont joué, Harold Moukoudi qui est champion de Grèce, deux défenseurs qui sont pratiquement massifs. Ça, il faut le dire. Donc, au niveau de l'allumage, de la réactivité, ce n'est pas trop ça. Même Omar Gonzalez. Donc, au niveau du marquage, vous allez donc voir qu'il y a toujours des petits retards. Vous ne voyez pas Harold Moukoudi? C'est vrai qu'avec son gabarit, vous avez l'impression qu'il est un peu là. Il faut toujours avoir dans l'axe un défenseur couvreur qui peut être très explosif, qui a une capacité de lecture très élaborée et qui peut lire des situations de vitesse. Donc,
il agit en couverture. Parce qu'en l'axe central, on a besoin d'un défenseur couvreur. Vous comprenez bien que c'est dit que si les autres sont battus, il intervient avec promptitude. Donc il faut beaucoup de vitesse. Et quand je vois dans haut qui a joué aujourd'hui avec Moukoudi, sur 100 mètres, sur 60 mètres, ça va être les performances les plus élevées pour les défenseurs axiaux. Ça, il faut que ça, je vous parle des profils des joueurs et des rôles maintenant assignés à ces joueurs à des endroits bien précis. Donc il va falloir travailler pour l'axe. Et pour le match qu'on a vu aujourd'hui, avec des opportunités qu'on a vues du côté du Burundi, il y a des problèmes de marquage, il y a des problèmes donc de vitesse, il y a des problèmes de réactivité. De complémentarité. Et il faut donc regarder tout ce chantier-là qui est un chantier axial. C'est ce que vous avez Et aussi sur les côtés, vous allez bien voir sur le plan technique. Tout à l'heure, on a évoqué que nous pouvions progresser, Tolo pouvait progresser sur le côté. Et pourquoi Mbaïzo n'est pas Nous et monté? Mbaïzo, justement, peuvent remonter pour créer le sureffectif. Les deux de devant bloquent les couloirs. Les autres ne peuvent donc pas s'engager. Ils ne peuvent pas s'engager parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc, il faut qu'ils replient de temps en temps vers l'intérieur pour libérer les espaces et pour que les autres se projettent. Faye Collins est un joueur qui va revenir certainement. Même s'il n'a pas encore Faye Collins qui a un problème de club, justement. Même s'il n'a pas encore et il évolue du côté de l'Arabie Saoudite qui a les problèmes de club. Je pense que c'est principalement... Donc, pour une équipe, comme vous disiez tout à l'heure, on peut y a quand même brosser une archétype. J'aimerais justement vous avoir une équipe type, à votre avis. Bon, c'est vrai qu'il y a encore 4 mois. Vous avez cité Baleba. Non, je retiens pour la perspective. Mais oui, pas la perspective. S'il te plaît, je crois qu'il y a un aspect des choses sur lequel on ne s'y est pas attardé. Allez-y, c'est une grande première. D'ailleurs, vous l'avez indiqué, mais de façon assez rapide, c'est une grande première qu'enfin on retrouve une équipe nationale avec une bonne profondeur du banc. Ça, c'est... Il y a un banc de touche qu'on gagne une compétition. Oui, voilà. Donc, c'est important de le relever. À partir du moment où on peut avoir une profondeur sur le banc de touche, on peut être persuadé qu'à tout moment, on peut assurer quelque chose qui nous a manqué. Et ça faisait très longtemps, on n'avait plus... Voyez-vous, nous-mêmes... consultants, commentateurs, on a eu du mal à constituer véritablement. Donc votre question est encore même piège parce qu'avec ce que le Cameroun aujourd'hui a enlevé André Onana, Vincent Aboubakar, il faut quand même faire des projections. Cal Toko et Cambier. Non, pas Cal. Lui-même, il est déjà un peu... quand vous avez le petit Régis Mougué qui est en train d'arriver, je crois que c'est aujourd'hui, si André et Franck Zambo et Vincent assurent, il y a encore quand même au banc de touche. Et vous parlez du banc de touche. On a le retour justement de Clinton Dia. Oui, tout à fait. Quand le banc de touche est profond, en bonne performance avec Siva Sport cette saison. C'est aussi la performance à travers une saine émulation de concurrence. Bien entendu. C'est de ça qu'il est question. Ça pousse volontairement le joueur à se surpasser. Ceux qui jouent vont à fond parce qu'ils savent qu'il y a des autres qui sont à côté qui peuvent suppléer. Ça donne un très bon état d'esprit et ça fait que l'équipe peut se plonger le discours de Rigaud dans la profondeur. En conférence de presse. Il est très humble. Il a dit, hier quand nous analysions la conférence de presse, là où j'avais trouvé l'entraîneur adverse un peu trop prétentieux, un peu démesuré. Mais c'est de bonne guerre. Non, mais l'humilité précède la gloire. Il n'y avait pas d'humilité. Un entraîneur qui n'a même pas encore gagné 3 matchs dans sa carrière. C'est de bonne guerre. Permettez, cher monsieur, justement, que je reprenne une question de l'entraîneur d'Étienne du Burundi. Il a baissé la garde. On a posé la question de savoir quelle est la stratégie. Il dit on va gagner. Oui. Peu importe, on est sûr de gagner. Ça, c'est le Mais aucune humilité. C'est pas une question. On joue contre une équipe 5 fois champion d'Afrique. Pas de tactique. Mais attendez un peu. Vous partez jouer un match pour perdre? Non. Le coach namibien qui a gagné le Cameroun, qu'est-ce qu'il a fait? Le coach namibien est venu, il a dit je respecte le Cameroun, je sais que ce sont des bons visages. C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez entendre. Oui, mais il a gagné. Il a pris 4 points contre le Cameroun. Mais l'autre qui est venu avec la prétention, il n'avait pas... Attendez, il le dit. Super il le dit. Ils sont... Donnez-moi 10 secondes. Ils cherchent leur deuxième... Écoutez, ils cherchent leur deuxième qualification. Vous et moi, nous le savions. Ils cherchent une deuxième qualification. S'il vous plaît, Pacito. Attendez, écoute un peu. Ils sont à leur deuxième qualification. Nous sommes à la 21e. C'est normal donc qu'ils soient prétentieux pour inverser un peu la tendance. C'est psychologique, ce qu'il fait. Pacito, vous et moi, nous le savions.
l'humilité précède la gloire. Mais en D'accord, sport, c'est pas attendez ça. que je termine. C'est pas ça en sport. Non, écoutez. Permettez, L'orgueil précède quoi? C'est stratégique, ça peut être stratégique. S'il te plaît, vous avez suivi, Ça peut être stratégique. vous Moi, avez je vais l'écouter. suivi Didier Deschamps? Je l'ai bien. Non, attends, Non, j'ai posé la question. Est-ce que vous avez suivi ces paroles? S'il vous plaît, Pacito, Suivez ce qu'il dit après. s'il vous plaît, Cher monsieur, une personne à la je sais fois. pas pourquoi Pacito. Une personne à la fois. Suivez ce qu'il a dit S'il vous plaît, après. Une Pacito. personne à la fois. Permettez, Permettez, Pacito. Oui, oui. Ce que Casimir, je suis en train de allez-y. dire, il est de nature pour tous les entraîneurs qui se réclament entraîneurs d'être un peu modérés dans leurs intentions. Voilà. Vous n'allez pas dire je viens pour perdre un match. On est d'accord? ça, impossible. Et vous n'allez pas aussi dire je viens pour gagner un match. Mais ce que pourquoi vous dites au pas? moins, Non, mais l'objectif, c'est pourquoi? Je respectais l'adversaire. ce qu'on dit au moins. Non, mais non, je ne suis pas d'accord avec Pacito, toi. Pacito, On va refermer le débat. Allez-y. Bon, permettez. Sa Majesté, Bertrand, vous aurez la dernière parole justement de ce panel. Sa Majesté, vous permettez que Sa Majesté justement. Quand je viens pour gagner un match. Et surtout quand je sais qu'en face, il y a une équipe qui a du pédigré et qui a de l'envergure. Avez-vous et qui est entendu même- un et entraîneur qui est qui vient pour supérieur à perdre la un match? mienne. Qu'est-ce que je fais donc pour booster les miens? Y a-t-il Tu peux pas d'autres tenir ce- propos tu peux pour dire tenir qu'on va ce gagner le match? discours. Est-ce que je peux... Et quand tu tiens Sa Majesté, subliminal. Bertrand, vous aurez la parole de fin. Vous aurez la parole. Sa Majesté, allez-y justement. On est poussé vers la porte de sortie. Et on peut utiliser tous les sports pour illustrer quelque chose. C'est tout. Allons-y en boxe. Vous avez déjà vu un boxeur qui va face à l'autre qui dit je Je respecte vais te l'adversaire. taper. Et vous avez Il dit je vais te boxer. Le boxeur est toujours. C'est l'affrontement. Et je pense à Francis Ganou. Francis Ganou qui a un combat en octobre. Voyez-vous, on n'est plus au football. Hein. Non. Nous étions en football. Cher monsieur, Même où j'ai mis c'est toujours pour illustrer. Juste pour illustrer ce qui C'est une confrontation collective. Bertrand, Confrontation. Je suis désolé. Non, c'est une confrontation collective. dit que je vais le taper. ouais. Donc, je suis Même désolé. si je sais que je n'ai pas assez de force, une force d'intimidation. Vraiment, Cher monsieur, on est poussé vers la porte de sortie. Désolé, Cavani. On est C'est une poussé. confrontation collective. Je ne sais pas si c'est interdit d'être humble dans les Pacito, déclarations. Casimir, justement, on est poussé vers la porte de sortie. On retient justement que le Cameroun fait partie des 24 nations qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va débuter en janvier 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Bertrand Donge, je vous ai dit, vous avez la dernière parole justement sur ce plateau. Je m'en voudrais justement de ne pas mentionner que vous avez organisé le tournoi de la solidarité. Peut-être un petit mot sur ce sujet. Oui, effectivement, le tournoi international de la solidarité se joue depuis le week-end passé, déjà avec des matchs importants. On a eu une équipe congolaise qui est là en dames et en messieurs, et aussi des professionnels vont débuter le 15. On se dit que le tournoi de la solidarité, c'est un tournoi de pré-saison qui permet au club de bien se préparer pour les échéances sportives organisées par la FECAFOOT. Donc, on attend encore d'autres équipes qui sont encore dans les préparations pour nous joindre et pouvoir faire une bonne préparation pour la nouvelle saison. Pacito Etundi, chef de division de la recherche et de la documentation au football, c'est à l'Académie nationale de football. Eh bien, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Certainement, on aura l'occasion de se retrouver dans d'autres occasions. Peut-être la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Merci d'être passé. Merci de faire partie du club des couches tard. Le plaisir a été le mien et je crois qu'il a été partagé. Casimir Manguet, merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui vous dis merci, mais je voudrais dire un merci particulier au président de la Fédération Cameroun de football et à Rigaud qui ont amené l'entraîneur adverse là où il devait être assis. Et qui ont donné la joie à plus de 25 millions de Camerounais. Merci à Rigaud, merci à ces joueurs, merci au président de la Fédération Cameroun de football. Bertrand Don, c'était un plaisir et de au vous public avoir. de Garo. Oh, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de partager avec tous ces grands panélistes et parler football. Sa Majesté Vincent Gandhi, merci beaucoup d'être passé. Avec le même plaisir, on se retrouve pour d'autres occasions. Le plaisir est le mien et merci aussi à tous mes co-panélistes puisque ça a été vraiment relevé. Mesdames et messieurs, l'équipe de production des couches tard post-game était portée par François-Xavier Tangana. Merci à la grande équipe qui s'est mobilisée pour la circonstance. Le Cameroun est qualifié. On ira du côté de la Côte d'Ivoire. On sera chez la belle famille. Portez-vous bien, restez en compagnie des programmes de CRTV Sport en Entertainment.